Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon été. Je dis pas un bel été, parce que j'ai envoyé un petit mot à Sophie. Ce mot de belle qui remplace belle journée, bel été. Il y a des mots qui veulent dire des choses. Voilà, je commence déjà très en colère, très énervée. Mais ça, on est donc, deux alors. Vous avez passé un bon été, j'espère, à l'écoute de Sud Radio. Et puis des petits changements dans la grille de Sud Radio, puisque nous nous retrouvons désormais à 10h pour nos débats d'actualité avec les débatteurs. Et à 11h30, ce sera l'émission Média avec Gilles Gansman. On recevra Christine Bravo tout à l'heure et le patron de H2O, qui est la société de production de Cyril Hanouna, qui revient ce soir sur W9. Je vais vous présenter les impétrants du jour. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique. Bonjour. Bonjour. Noémie Alioua, journaliste essayiste. Bonjour Noémie. Bonjour à tous. Votre livre, La terreur jusque sous nos draps, est paru chez Plomb. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonjour cher Frédéric. Bonjour Valérie, bonjour On à va tous. parler avec vous de ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. 69% des Français sont pessimistes. Alors, vous pourrez désormais nous appeler aussi, 0826 300 300. d'optimistes. 31% d'optimisme, mais c'est moins que la dernière fois. Frédéric Dabi nous le dira. Et on va évidemment parler du discours de François, enfin pas du discours, de l'interview de François Bayrou hier soir. Jean-Pierre Denis également autour de cette table, journaliste, écrivain, créateur de la lettre d'information théopolitique. Alors, effectivement, le moral des Français. Est-ce que vous avez le moral? Est-ce que vous êtes optimiste? La rentrée, en tout cas, promet d'être assez mouvementée. François Bayrou, Premier ministre déconnecté, on va en parler. Moi, ça m'a frappé hier. Et je pense que ça va aller dans le sens d'un certain nombre de sondages de Français qui disent qu'ils ne veulent plus de politique à la tête de l'État, ou en tout cas en tant que Premier ministre. Et puis la rentrée des classes, vous avez peut-être écouté le débat de Jean-François Aquili tout à l'heure. On ne veut plus aller dans le public. Qui veut aller encore dans le public? On y reviendra avec vous. Vos coups de cœur, vos coups de gueule comme tous les jours, mais peut-être ce mot de déconnexion qui me semble être le mot de la rentrée. C'est un peu le sentiment qu'on a eu hier en écoutant François Bayrou parler des boomers, On se demande, et j'ai entendu aussi ce matin sur Sud Radio, c'est une nouveauté Sud Radio aussi, le maire de Béziers, Robert Ménard, dire est-ce que ces politiques vivent comme nous? Est-ce qu'ils ont la même vie que nous? Ça peut paraître populo et démago, mais quand on les écoute, on a un petit peu de mal à comprendre. Ce matin, moi, Elisabeth Borne m'a fait tomber, les bras m'en sont tombés, quand le journaliste lui dit donc il n'y aura plus de portable à la rentrée dans les collèges? Et elle fait peut-être pas à la rentrée, mais d'ici la fin de l'année. Mais enfin, dans une entreprise, Sophie, vous dites on arrête les portables, on arrête les portables. Alors je veux bien que l'éducation nationale soit... Mais enfin, on a l'impression que l'État est impuissant. Alors je sais pas, Frédéric Dabi... Vous avez tout dit, vous avez rappelé les deux critiques majeures que l'on entend de la part des Français qui expliquent cette crise du politique, cette éclipse du politique qui date de plusieurs années, qui a été bien sûr amplifiée par les résultats des élections législatives avec pas de majorité, donc un pays à l'arrêt du point de vue de l'action parlementaire et de l'action politique. Il y a certes une crise du résultat, ce que vous disiez, l'impuissance. Le politique n'arrive plus à respecter sa promesse. Et sa promesse, quelle est-elle? C'est l'idée que, en contrepartie du vote, les politiques à l'échelle nationale règlent les problèmes, écoute les Français, change la vie, pour reprendre un slogan célèbre des années 70. Mais il n'y a pas que cette crise du politique, du résultat, cette crise de l'impuissance. Il y a une crise de l'écoute. C'est ces critiques, d'ailleurs, qui sont adressées à Emmanuel Macron depuis quasiment son entrée dans la vie politique. Vous vous en souvenez tous et toutes, j'imagine. Sa première intervention médiatique après sa nomination au ministère de l'économie, c'était à Europe 1. Un de vos confrères, il a parlé des ouvrières de Gade en parlant d'illettrés. Et c'est cette critique de la déconnexion. Hier, François Bayrou qui parle de Jojo ou de Simone quelques jours avant. C'est un mélange de... Ils ne nous connaissent pas, ils ne nous écoutent pas, ils ne nous comprennent pas. Et c'est vrai qu'il y a un antidote puissant. Je le vois dans toutes mes enquêtes et mes déplacements, c'est les élus locaux. Ouais. Le maire, les élus municipaux qui, eux, donnent le sentiment, et c'est assez compliqué, il y a un niveau d'exigence de plus en plus fort à leur rencontre, que
Ils sont sur le terrain, ils écoutent, ils comprennent les gens. C'est vrai que la déconnexion, c'est peut-être la principale critique associée à cette ère Emmanuel Macron et ses proches depuis 2017, avec en plus maintenant cette crise du résultat et de la dette. Ouais, vous qui les connaissez, est-ce qu'ils sont déconnectés? Est-ce qu'ils vivent la même vie que nous? Ils l'ont vécu à un moment. D'abord, par définition, ils ont des chauffeurs, on leur reproche suffisamment, des gardes du corps, ils passent d'un endroit à l'autre, leur emploi du temps est géré à la minute près, donc la réponse est non. Mais à la limite, c'est pas tellement grave. Je rebondis sur ce que vous avez dit. Déconnexion, oui, c'est surtout le refus d'écouter, les chefs d'entreprise en particulier pour la gestion du pays. Non, mais ce que vous disiez, ce que vous disiez était très juste dans le discours de François Bayrou, et je serai beaucoup moins sévère que vous parce que je trouve qu'il y avait des points très intéressants. Mais qu'ils disent on était en vacances, quel est le chef d'entreprise qui, quand sa boîte va mal, prend sa valise et dit je suis en vacances à moi, mes collaborateurs aussi. Je veux dire que les collaborateurs, ils restent aussi. Quand une boîte va mal, j'ai jamais vu ça. Les patrons prennent pas de vacances, ils reviennent, etc. Donc ça, c'est hallucinant. Et alors encore plus beau aussi. Non, mais la lettre de Marine Le Pen n'est pas arrivée parce que la poste était un peu lente. Quand on fait porter un pli dans une entreprise, il est chez le concurrent, enfin pas le concurrent, pardon, chez le client, dans l'heure qui suit, où on envoie donc ça, c'est une espèce effectivement de vie particulière. Où comment a-t-il pu sortir ça? Non, mais il a dit moi je n'étais pas en vacances, les autres étaient en vacances. Mais enfin, c'est d'un grotesque absolu. Jean-Pierre, vous êtes en général plus positif. Il y a eu des trucs, moi je trouvais pas si mal. C'est-à-dire, Bayrou, il est par ailleurs élu local, donc a priori il devrait connaître cette réalité. Il a pas mal insisté, on s'est même moqué de lui quand il disait qu'il voulait revenir dans sa ville régulièrement. Bon, moi je voulais revenir sur l'exemple que vous avez donné d'Elisabeth Borne, parce qu'il est assez frappant. Mais qui est-ce, Elisabeth Borne? Certes, elle a été première ministre, mais c'est une intérimaire, c'est même une sursitaire. Elle le sait très bien. Alors comment voulez-vous qu'elle puisse avoir l'autorité pour assurer qu'à la rentrée... Intérimaire ? Intérimaire, vous avez vu le nombre de ministres de l'Éducation nationale qui se sont succédés. On attend, depuis Blanquer, qui était resté d'ailleurs un peu longtemps, mais c'était finalement l'exception. Depuis, on aurait vraiment du mal, je pense, autour de la table, à faire la liste, sans se tromper, de tous les ministres de l'Éducation nationale, qui est quand même un sujet un peu important. Alors, évidemment, comme elle est pressée, parce qu'elle va sauter comme tous les ministres sautent, elle est pressée de faire une annonce. Mais une annonce dans une institution effectivement aussi lourde que l'Éducation nationale, ça se prépare. C'est-à-dire, on peut dire, par exemple, dans un an, on va interdire les portables. Comment on prépare? Comment on travaille? Il y a un effet déceptif quand on travaille dit, avec les chefs d'établissement? Comment on travaille avec les enseignants pour que, effectivement, à la rentrée, peut-être pas à la rentrée 2025, mais à la rentrée 2026, ça soit effectif et efficace. Sauf qu'à la rentrée 2026. Mais parce que c'est une institution qu'on peut pas, on peut faire semblant. Qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, ils font semblant. Du coup, c'est une hypocrisie totale. Ils font semblant. Non, donc ils annoncent des mesures. Qui est donné, pas de portable, terminé. Mais ils annoncent une mesure dont ils savent pertinemment qu'elle ne sera pas appliquée parce qu'ils ne seront plus là quand il faudra l'appliquer. Bien sûr. Non, mais vous avez raison. Il y a une volonté aussi de prononcer des petites phrases qui vont être retenues, peut-être pour masquer aussi leur impuissance sur le terrain politique au sens propre. D'ailleurs, elle a fait d'autres annonces au cours de cette interview. Souvenez-vous, elle a par exemple parlé de l'intelligence artificielle pour venir aider les professeurs. Mais là aussi, c'est quand même une forme de déconnexion, sachant que les professeurs eux-mêmes essaient de lutter contre le développement de l'intelligence artificielle auprès des élèves. C'est-à-dire qu'ils doivent aujourd'hui vérifier que les copies qui sont rendues le matin n'ont pas été écrites par ChatGPT. C'est ça aujourd'hui la difficulté qui s'impose vis-à-vis de nos professeurs. Et donc quand elle considère, elle, qu'il faut de l'intelligence artificielle pour aider les professeurs, on se dit qu'il y a vraiment une déconnexion à ce niveau-là. Mais je rejoins complètement ce qu'a dit Sophie de Menton, c'est-à-dire que quand même la question sociale et économique, elle détermine aussi beaucoup de choses. Quand vous avez des politiques qui, par définition, ne vivent pas la même vie que vous, parce qu'ils ont des chauffeurs, parce qu'ils ont des gardes du corps, parce qu'ils n'ont tout simplement pas les mêmes salaires, ils ne vivent pas aussi dans les mêmes quartiers que vous. Je suis désolée. Lorsque hier, le Premier ministre François Bayrou considère que la question de l'immigration n'est finalement pas fondamentale, c'est aussi parce que lui, il vit dans un quartier, sans doute, qui est protégé des problèmes de l'immigration. On pourrait imaginer qu'en tant que maire de Pau, en même temps, on peut imaginer qu'en tant que maire de Pau, il est confronté mais il continue d'être un privilégié et de vivre au crochet de l'État. C'est pas un mal de le dire. C'est un homme politique. C'est le cas de la plupart de nos politiques. Mais malgré tout, il ne vit pas cette réalité-là, cette réalité profonde que vivent ceux qui vivent
dans des quartiers où l'immigration est très importante et tous les problèmes qui vont avec. Ok, mais est-ce que De Gaulle, Chirac, Mitterrand, ils vivaient comme tous les Français? Non, pas du tout. Donc le problème, il est peut-être pas là. Le problème, c'est que l'époque a changé et qu'on n'est plus d'accord sur rien. Il faut revenir au cœur du problème. Comment voulez-vous faire des réformes quand il y a 3 blocs qui ne sont d'accord sur rien? C'est surtout ça le problème. C'est le problème fondamental. Donc ça a la décharge de Bayrou et le suivant sera dans la même situation. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils sont obligés de gesticuler et en même temps on leur reproche de ne pas agir, mais ils ne peuvent pas agir puisqu'on leur a envoyé une Assemblée nationale. C'est nous, les électeurs, qui avons choisi d'envoyer 3 blocs. Bon, inégaux, mais enfin à peu près comparables à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'il a été bon sur ce point, Bayrou, parce qu'il a quand même globalement expliqué que dans les situations actuelles, personne ne pouvait rien faire et qu'il a essayé. Moi, je trouve que il l'a mal fait. Au mauvais moment, il l'a mal fait. Mais il a essayé de... Vous avez retenu quoi hier? Puisque tout était négociable, tout était discutable. J'ai retenu un type qui rêvait que Alors d'abord, il a fait appel aux Français, ce qui est assez marrant. Franchement... attendez, je finis, mais il a dit, j'aimerais que les Français comprennent. Alors, ça, je suis d'accord, simplement, il n'y a pas moyen de leur faire comprendre, sinon, il a essayé de leur dire que la situation actuelle faisait qu'on ne pouvait pas gouverner, qu'il fallait changer d'ailleurs, que la majorité que la majorité à l'Assemblée n'était pas jouable et qu'il fallait faire une espèce de dose de proportionnelle. Il a quand même dit, il a quand même bien expliqué qu'on pouvait rien changer et que c'était... oui, mais enfin, est-ce que c'est le moment de le faire 8 jours avant le vote de confiance? Il veut sauver sa il aurait dû le faire avant. Oui, mais c'est vrai. Non, mais ce qui a été dit par Jean-Pierre est juste, j'en parlais tout à l'heure, l'éclipse du politique vient du fait que nous avons eu une assemblée qui rend le pays ingouvernable. Ça, c'est tout à fait... Et même depuis 2022, avec cette majorité relative... Mais ça a quand même été truqué par les propos de Gabriel Attal qui a appelé à faire un front républicain entre les deux tours des élections législatives. Je vais finir ma phrase. Je trouve pas pertinent de parler qu'une élection n'a pas été truquée. Un électeur est en âge, est en situation, en raison de voter, quand bien même il y a eu le Front républicain, quand bien même il y a eu les prises de parole des différentes personnalités, chefs de parti, notamment Gabriel Attal, quand bien même il y a eu le retrait des candidats. Mais c'est vrai que l'Assemblée qui a été envoyée le 7 juillet est une Assemblée qui rend les choses très difficiles. Et parce que la nature... Non, pas truqué. Elle n'est pas truquée. Truqué, ça a un sens. Non, truqué, et puis on est libre. Les électeurs sont libres de ne pas écouter les consignes de vote. On sait que maintenant, en 81, le RPR a fait voter Mitterrand et une partie du PC a fait voter Giscard. Ça n'a pas empêché les résultats qui se sont produits. Maintenant, c'est vrai que ça rend, et on va en parler, les Français extrêmement pessimistes parce qu'il n'y a plus de récit fait collectif, on ne peut plus se projeter, et parce que la nature a horreur du vide, il y a des acteurs de confiance qui émergent fortement. L'entreprise, on en a parlé, qui n'a jamais eu une cote aussi forte, les maires, les élus locaux, mais tout repose sur eux, et c'est clair, c'est pour ça que dans les enquêtes, notamment Salifop pour LCI, on a désormais une majorité nette de Français qui veut une dissolution, pas parce qu'ils seraient extrêmement heureux d'aller voter, sans doute il n'y aurait pas une majorité absolue, personne ne peut le dire, mais sans doute, mais parce que c'est une manière de trancher le nœud gordien de cette crise qui est de plus en plus vécue comme insupportable. On attend vos appels 0826 300 300. Quelle est votre morale? Est-ce que vous êtes pessimiste comme 69% des Français? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, et on aimerait bien que l'Assemblée se mette d'accord aussi. Autour de cette table, Sophie de Menton, Noémie Alioua, Frédéric Dabi et Jean-Pierre Denis. Les débats désormais commencent sur Sud Radio à 10h et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour réagir à l'actualité. 69% des Français sont pessimistes, Frédéric Dabi. C'est un chiffre qui est en augmentation. Oui, alors déjà... Bien sûr, soyons modestes, ce n'est qu'une question de sondage, ça ne remplit pas complètement la question de savoir de l'état d'esprit des Français, mais premièrement, c'est une question que l'on pose depuis environ 30 ans, d'abord pour Ouest France et maintenant pour Sud Radio, et ça donne un peu une idée d'état d'esprit des Français. Ce qui me frappe, c'est le chiffre... Est-ce qu'il a déjà été aussi mauvais? Il a déjà été aussi mauvais, notamment au moment de la campagne. Il n'a jamais été aussi bon. Non, mais aussi mauvais au moment de la campagne pour Français. Les élections législatives où, face à la décision jugée incomprise d'Emmanuel Macron, les Français étaient complètement perdus.
31% d'optimistes, c'est faible. Alors, c'est une base non négligeable. Mais moi, ce qui me frappe, c'est pas ce chiffre-là. C'est quand on regarde les différentes catégories de population, les catégories qui traditionnellement étaient dans l'optimisme systématique, les jeunes, les catégories aisées, les cadres supérieurs, l'électorat d'Emmanuel Macron. On disait toujours le vote Macron, c'est un vote optimiste, versus les votes Le Pen-Mélenchon, des votes plus protestataires et pessimistes. Même ces catégories-là, que je viens de citer, sont pour la première fois à une majorité de pessimistes. Ils sont plus optimistes que la moyenne. Les jeunes, ils s'en foutent, non? Les jeunes, ils sont moins pessimistes. Les jeunes, ils ne sont pas concernés, ils s'en foutent. Traditionnellement, si l'avenir de la France, ça les concerne un peu quand même de temps en temps. Enfin, moi, tous les jeunes que je vois, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de quoi? De ce qui se passe en politique, de l'avenir. C'est étonnant. Ils sont moins pessimistes. Ils sont moins pessimistes. C'est la deuxième fois consécutive que les moins de 25 ans, la catégorie la plus optimiste, parce qu'elle se projette plus facilement, affiche un pessimisme. Pourquoi? Pourquoi on a ce pessimisme aussi fort depuis maintenant des années? C'est que l'incapacité de se projeter à travers un récit national, et puis quand on fait parler les Français sur la France depuis 10 ans, le mot qui revient, c'est le mot choc. Choc du terrorisme, choc des gilets jaunes, choc de la guerre en Ukraine, choc de l'inflation. Enfin, on peut tous les citer autour de la table, qui empêchent de voir une confiance à l'égard du politique. Pour moi, c'est quand même lié à cette défiance dont on vient de parler. Alors, on a notre auditeur en ligne. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300 pour réagir à l'actualité. Johan, bonjour, vous nous appelez de Malmort. Alors, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste ? Bonjour Valérie, bonjour à tous. Bonjour monsieur. Non, je fais partie de la catégorie de personnes qui s'efforcent de rester optimiste, mais où c'est compliqué. Bon, et alors vous faites comment? Qu'est-ce qui vous rend optimiste? Je me concentre sur ma vie personnelle. Eh ben voilà, c'est ce qu'on disait hors antenne. Donc vous êtes un homme heureux alors? Pardon? Donc vous êtes un homme heureux si ça vous rend optimiste? Alors, sur ma vie personnelle, oui, tout à fait. Vous avez raison de faire la distinction, c'est très important. Oui. Oui. Maintenant, inquiet, effectivement, quant à l'avenir de mon pays. Les conditions, qu'elles soient nationales ou internationales, sont plutôt, en ce moment, on ne peut pas dire très joyeuses. Je pense que ce qui manque le plus, en tout cas pour nous Français au niveau national, c'est vraiment d'avoir effectivement des politiques, mais qui amènent une vision. Ouais. De société, qui amène la seule chose par exemple qu'on retient sur l'intervention du Premier ministre, c'est économie rigueur. Je vois personne qui amène vraiment une vision positive de notre société, de comment on va faire société, comment on peut redresser le bateau, même si ça demande des efforts, d'essayer d'amener une certaine un cap, voilà, vers où est-ce que l'on veut aller. Oui, on a ce sentiment de pas très bien savoir en fait où va le navire France et comment on le voit dans votre sondage, Frédéric, la préoccupation des Français, c'est la santé. En premier, on voit que... Depuis 2019, avant Covid. Voilà, la santé, l'éducation, la sécurité, qui sont 3 secteurs qui sont en grande déshérence. Alors Sophie voulait réagir à ce que... Juste un mot quand même. Je pose la question aux auditeurs. Est-ce que vous ne pensez pas que l'information retraduite par les médias rendrait dépressif n'importe qui? Regardez, les médias ne font que rendre public, on peut prendre l'axe qu'on veut. Moi, je peux plus lire les gens qui me disaient, j'étais en vacances, j'ai fermé les radios, les télévisions, je lisais plus de journaux et je vais beaucoup mieux. Je pense qu'il y a... Certes, ils font bien leur travail, et d'ailleurs je participe, pas à faire bien le travail, mais à être dans les médias aussi. C'est plus supportable. Mais les journalistes n'inventent pas les choses. Non, mais ils sont en boucle. En boucle sur ce qui va mal. Jean-Pierre Denis pour réagir. Je sais pas, ici on arrive avec des coups de gueule et des coups de cœur. Je trouve que ça s'équilibre assez bien. Donc voilà. Et puis on dit mettez-vous d'accord. Voilà. C'est vrai qu'il y a une économie de l'attention qui fait que il faut que l'information parfois soit relativement anxiogène pour qu'elle puisse attirer l'œil. Ça, c'est une réalité. Mais par contre, ce ne sont effectivement pas les médias qui produisent une information anxiogène.
ce sont aussi les politiques. Vous avez vu le langage non-verbal de François Bayrou, du Premier ministre, au cours de ses dernières interviews. Moi, personnellement, je le trouve très déprimé. Quand vous avez un Premier ministre qui, clairement, vous regarde dans les yeux, en l'occurrence dans la caméra, et qui vous fait sentir que lui-même, le chef du gouvernement, il est très pessimiste, vous pouvez aussi comprendre que ça ensuite, la population elle-même se dise, bon, si le chef de notre gouvernement est dans cet état, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et qu'effectivement, nous sommes au bord d'un précipice et qu'il y a quelque chose qui peut nous tomber dessus à tout moment. Donc voilà, je nuancerai. C'est vrai que les médias participent à ce phénomène, mais il y a une réalité et cette réalité, elle est aussi incarnée par les politiques qui savent qu'il y a vraiment un problème dans notre pays. C'est là que quand on se repasse le film, c'est quand même assez saisissant. Je veux dire, le film du macronisme. Les mois qui ont précédé son élection, le moment de sa prise de fonction, les mots d'ailleurs, En Marche ou alors encore Renaissance, il y avait un parti pris d'optimisme qui séduisait son électorat, celui qu'il a porté au pouvoir, mais qui allait, je pense, Frédéric pourrait peut-être confirmer ou pas confirmer, mais il me semble que ça a infusé un peu au-delà. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment optimiste, on s'est dit ça y est, on va... Et je crois que dans le mécanisme de l'économie, sans être un spécialiste de l'économie, on sait que ça compte. C'est-à-dire qu'en effet, un Premier ministre qui porte à l'écran ce pessimisme, cet aquabonisme presque, on est fichu, il n'y a plus grand-chose à faire, ça joue aussi sur le fait que les chefs d'entreprise attendent, les décisions ne sont pas prises, et donc que l'économie, finalement, s'enlise. Ça s'est vu très rapidement. Et c'est l'échec, je crois, vraiment, c'est le plus grand échec pour moi d'Emmanuel Macron, il est là. Pour abonder dans votre sens, juste un mot, souvenez-vous qu'Éric Lombard, il y a quelques semaines, affirmait comme ça dans une interview, ça lui a échappé, que la France probablement serait un jour, et peut-être dans un jour très prochain, sous tutelle du FMI. Les marchés ont réagi, et quelques minutes après, il a fait un tweet pour dire, alors attention, c'était une possibilité, ce n'était pas tout à fait sûr. Ce qui montre à quel point vous avez raison, c'est-à-dire qu'au fond, le comportement, l'attitude, le caractère aussi des personnalités politiques joue immédiatement ensuite aussi sur les marchés financiers. On marque une toute petite pause sur Sud Radio 0826 300 300. Est-ce que vous avez le moral? Est-ce que vous êtes optimiste? Et puis dites-nous comment vous appréhendez cette rentrée et comment vous avez ressenti l'interview du Premier ministre hier. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, nous continuons nos débats avec Sophie de Menton, Noémie Alioua, Frédéric Dabi et Jean-Pierre Denis. Vous pouvez bien sûr nous appeler 0826 300 300. Le Facebook est toujours également à votre disposition, Facebook de Sud Radio, pour réagir. On garde notre principe des coups de cœur et des coups de gueule. Et Noémie, j'aime bien cette formule parce que c'est un pas de côté quand même sur l'actualité et un point de vue un petit peu différent. Donc vous vouliez revenir sur les fameux boomers. Oui, parce que vous avez bien compris que c'était la nouvelle cible à la mode dans le débat public. Le Premier ministre lui-même les a attaqués. C'était déjà dans son allocution sur TF1 il y a une petite semaine maintenant. Il parlait déjà de leur supposé confort. Hier, il est revenu un petit peu, non pas sur la réalité qu'il décrivait, mais plutôt sur l'expression qu'il avait employée, qu'il juge qu'il a simplement repris parce qu'elle existait déjà. Il est revenu sur les boomers. Il a fait un petit intermède un peu larmoyant sur comment les parents peuvent aujourd'hui imaginer que leurs enfants n'auront pas de retraite. Oui, il a presque des trémolos dans la voix. Oui, mais c'est toujours la même accusation. C'est celle de l'accusation d'égoïsme. C'est-à-dire qu'au fond, les boomers, les retraités, on leur fait peser le poids de la dette du pays. Ils seraient des privilégiés dans la pyramide des âges, ce seraient des égoïstes. Et d'ailleurs, si vous allez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous verriez qu'il y a un mème qui revient souvent chez les libéraux. On les décrit, ces retraités, sous une bannière de Costa croisière. C'est une façon de dire qu'ils partent tout le temps en vacances, tous les 4 matins, qu'ils rouleraient sur l'or pendant que le Nicolas qui paie, lui, il se saigne au quotidien. Alors rappelons que les boomers ont aujourd'hui entre 60 et 80 ans et surtout qu'ils ne roulent pas tous sur l'or. Beaucoup vivent de petites retraites. Ils aident parfois d'ailleurs leurs petits-enfants, leurs familles et ils ne sont surtout pas responsables des choix politiques qui ont été faits. Donc j'ai juste un mot à dire, enfin quelques-uns. Lâchons la gratte aux boomers, ça n'aidera pas la jeunesse à se déployer. Je suis pas tout à fait d'accord.
Tout à fait d'accord, parce que les boomers, c'est vrai que c'est un phénomène. C'est vrai que c'était une période heureuse. Il y avait du boulot. Ça vient du baby boom, c'est-à-dire ceux qui sont venus après la guerre. Il y a eu de l'emploi. Aucun problème pour trouver du boulot. Ils avaient du fric, ils ont des retraites confortables. Oui, les baby boomers. Mais il a responsable, non. Mais comme ils sont gâtés, entre guillemets, pas tous, bien sûr, il est un peu normal, d'abord, qu'ils s'inquiètent, effectivement, pour les jeunes, et il est un peu normal qu'ils contribuent aussi. Moi, excusez-moi, mais la note de frais pour les retraités, on avait le droit de déduire ces notes de frais pour les retraités, c'est n'importe quoi. Pourquoi s'attaquer aux boomers? Il y a toute une partie de la jeunesse qui ne travaille pas. J'ai pas dit ça. Vous avez une grande majorité. Il a fait un constat. Je veux dire que vous êtes là. Mais le constat, il induit une réaction. Il induit une forme de responsabilité. C'était toute une époque, et il faut participer parce que ça va moins bien maintenant. Oui. Il est lui-même boomer d'ailleurs. Mais pourquoi ce seraient les boomers qui paieraient les conneries, du gouvernement, qui paieraient la gabegie? Personne ne doit payer. Mais bien sûr que si. Alors qui doit payer les conneries du gouvernement? Le gouvernement. Je vais vous dire. Le gouvernement, il n'a pas d'argent, c'est notre argent. Le conflit intergénérationnel n'aidera personne. Le conflit intergénérationnel, c'est-à-dire de dresser les jeunes contre les retraités, ça n'aidera personne, ça ne fera pas du tout avancer le sujet. Mais la France, quand il dit ce sont les Français qui dépensent, moi je parle du débat public, mais ce sont les Français qui dépensent. Non mais c'est vrai aussi. C'est vrai. Mais c'est vrai d'une certaine manière, mais c'est une façon de se déresponsabiliser. Il y a des régions où on offre actuellement les fournitures scolaires gratuitement. Nous sommes le pays, entre guillemets. Mais je n'approuve pas ce qui a été fait, je n'approuve pas cette dépense, je n'approuve pas cette politique. Nous sommes le pays le plus gâté. C'est-à-dire, quand je dis gâté, ça veut dire que l'État est un État nounou qui nous fournit tout ce qu'on veut. Les boomers. On ne parle pas des boomers. Non, mais là, on parle de tout en général. Mais moi, je prendrais un seul exemple. Celui de l'éducation nationale, puisqu'on est au moment de la rentrée des classes. C'est assez concret, finalement. On dit que l'éducation nationale, c'est un des premiers postes du budget de l'État. En fait, c'est faux, puisque les premiers postes de dépenses, des dépenses publiques, c'est les dépenses sociales. Donc, c'est les retraites, bien sûr. C'est-à-dire les boomers, et c'est la santé, c'est-à-dire en large partie les boomers. Et c'est normal d'assurer la santé des personnes de plus de 60 ans, comme de tout le monde. Simplement, au niveau on dit qu'on investit dans l'éducation nationale, mais quand on enlève du budget de l'éducation nationale ce qui est affecté à la retraite des enseignants, en fait, on voit qu'on dépense plutôt moins que les autres pays de l'Union européenne dans les dépenses d'éducation. Donc, on a une politique qui est en défaveur des nouvelles générations. En ce qui concerne les boomers, quand on élargit un peu la chose, c'est la même chose. En fait, ils ont plutôt moins cotisé, parce qu'en fait, la pyramide des âges a fait qu'ils ont plutôt moins cotisé pour bénéficier aujourd'hui d'une retraite pour laquelle effectivement ils ont cotisé, effectivement ils ont travaillé, c'est pas tombé du ciel, mais ils ont plutôt moins cotisé. Donc on a un problème d'équilibrage. Il va bien falloir résoudre ce problème, sinon justement ça explique peut-être aussi le pessimisme des jeunes, c'est-à-dire qu'ils se disent nous, la retraite, la santé, on n'aura pas ça. Voilà. 0826 300 300, vous pouvez réagir. Est-ce que les boomers doivent participer à l'effort national? Mais qui a dépensé l'argent? Qui a laissé filer la dette? Oui, mais pour qui? Alors, mais c'est la démographie d'abord. Mais je pense que ce que dit Jean-Pierre est juste, il y a d'abord un aspect démographique. Moi, je suis un peu gêné par cette catégorie globale, boomer. Oui, bien sûr. Ceux qui sont nés au début des années 60, ce sont ceux qui se sont pris en pleine figure un chômage de masse dans les années 90. Il ne faut pas oublier ça. Et puis, si je fais un petit pas de côté, je convoquerai une enquête IFOP Fiducial pour Sud Radio qu'on fait depuis 2017. On demande aux Français si chacune des catégories suivantes a été plutôt gagnante ou plutôt perdante du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et ce que je trouve toujours très très intéressant, c'est que effectivement les retraités vivent peut-être mieux que les salariés parce qu'ils ont fini quand ils sont propriétaires, mieux que les jeunes, de rembourser leurs dettes, etc. Mais pour les Français, alors c'est leur ressenti, la catégorie qui est la plus perdante des années de politique passée, ce sont les retraités. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Alors, c'est pas vrai. Tout le monde a en tête l'augmentation de CSG brutale en 2017 pour faire baisser les charges du salariat. Tout le monde se souvient d'Emmanuel Macron qui remercie les retraités. Mais qu'est-ce que c'est que la retraite dans l'imaginaire des Français, même les plus jeunes? C'est un cap, c'est un objectif, c'est l'espoir de vivre une nouvelle vie. Donc s'attaquer aux boomers, s'attaquer aux retraités, ça heurte, je dirais, pas seulement cette génération-là, mais l'ensemble des Français. C'est pour ça que
dans les enquêtes que je peux mener, notamment les entretiens qualitatifs auprès des jeunes, j'ai très peu de récriminations sur une éventuelle guerre des générations. Au contraire, comme vous le disiez tout à l'heure, Noémie, il y a beaucoup de jeunes qui sont aidés. Et si on met de côté les boomers, la génération qui aide le plus ses enfants et qui aide ses parents, c'est les 50-64 ans qui, elle, est en vraie souffrance, notamment sur la question de leur capacité à bien vivre. Enfin, l'objectif retraite, excuse-moi... Non, c'est pas objectif. Être à la retraite, c'est une nouvelle vie. C'est vrai que ceux qui travaillent très très dur toute leur vie attendent ce moment-là pour pouvoir enfin se dire on va avoir du temps pour se consacrer à notre famille. Quel est le pourcentage de ceux qui vraiment travaillent très très dur? Mais quand je dis très dur, c'est physique. Qu'est-ce que ça veut très dire? subjectif, mais moi je pense à ceux qui travaillent à l'usine par exemple, ils attendent leur retraite pour pouvoir avoir du temps pour leur famille. À l'usine, sont maintenant infiniment moins durs qu'il y a quelques années avec l'automatisation et les robots. Il y a une chose tout de même, encore une fois dans l'interview de François Bayrou, globalement, c'est un côté, c'est pas de ma faute. C'est pas moi, c'est les Français, c'est les boomers, c'est... Il a été mis en vraie difficulté par Sonia Mabrouk, qui a rappelé son non-vote sur la proposition de Nicolas Sarkozy de ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2. Le problème, on va se parler un peu franchement, est-ce que ce sont les mesures? Les mesures, oui, mais il y a aussi l'émetteur, celui qui annonce les mesures. Et parfois, ce que tu es est si fort qu'on va pas entendre et croire ce que tu dis. Et clairement, quand je vois le barométiphobe JDD ou François Bayrou, excusez du peu, et le Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République à un point près avec Édith Cresson, il y a un problème d'émetteur, Bayrou, depuis le début. Ouais. Alors on a Flavie en ligne avec nous. Bonjour Flavie, vous nous appelez d'Apt. Il faudrait que vous baissiez votre radio parce que ça fait un petit effet Larsen. 0826 300 300. Vous aussi, si vous voulez réagir, vous êtes nombreux à réagir sur le Facebook de Sud Radio. Alors Flavie, qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Moi, je voulais vous dire que je suis une boomeuse, une super boomeuse. Vous avez quel âge? Parce que boomer, ça va effectivement de ceux qui sont nés après-guerre 45 jusqu'à 64, je crois. Hein. J'ai 64 ans. D'accord. J'ai 64 ans. On m'a mise à la retraite d'office pour des raisons de santé. Mais je suis encore en forme, très en forme, et je ne m'attendais pas à me retrouver à la retraite. Bien sûr. Parce que j'ai mes enfants seuls, sans pension alimentaire, etc. Enfin bon, voilà. Et je voulais bonifier ma retraite, enfin, de travailler encore. Et du coup, pour pouvoir être un peu plus confortable, j'ai été obligée de prendre un autre travail plein. Alors que je suis à la retraite, mais j'ai pas assez pour vivre. Et quand j'ai entendu hier un monsieur qui est intervenu à la télé, un socialiste qui disait il faut supprimer le cumul emploi-retraite. Ah bon, mais merci, mais que vais-je faire? Oui. C'est quand vous entendez le président de le Premier ministre parler des boomers, ça vous... Je pense qu'il fait beaucoup de généralités. Oui. Oui, c'est... Il fait beaucoup de généralités. En fait, au lieu d'aménager, c'est ou noir ou blanc, mais la vie n'est pas noire et blanche. Hein. Ouais, merci Flavie d'être intervenue. Merci. On a Véronique aussi qui nous dit mon mari a travaillé de 16 à 60 ans sans arrêt avec un salaire de 3 200 € pour les meilleures années. Il touche 2 000 € de retraite. Alors stop, nous ne sommes pas des privilégiés avec des semaines à 45 heures. Beaucoup de messages qui vont dans ce sens-là. Une autre auditrice me dit nous n'avons eu droit à rien quand on a fait construire. Les taux étaient à 6% jusqu'à 14%, on travaillait 42 heures. Donc on sent que il y a quelque chose qui heurte profondément les Français quand on leur dit que ce sont des profiteurs quelque part. Écoutez peut-être François Bayrou ce qu'il disait à propos des Français. Votre formule laisse entendre que c'est les gouvernements qui dépensent l'argent. C'est pas vrai? Ici, c'est l'État, oui. Non, ce sont les Français à qui on a mis à disposition pour les retraites une immense somme, et vous savez que j'ai déployé des trésors de je sais pas quoi, d'ingéniosité pour que ce chiffre apparaisse. Les retraites, ça coûte à l'État entre 40 et 50 milliards par an. Deuxièmement, pour la Sécu. Troisièmement, pour aider les entreprises. Non pas pour les entreprises elles-mêmes, mais parce que une grande partie de ces sommes sont faites pour que des Français qui ne pourraient pas trouver un emploi, on appelle ça l'abaissement de charges.
Alors Jean-Pierre. Moi j'aime bien la façon dont Flavie rappelle à la fin que c'est pas tout noir ou tout blanc. Je pense que finalement le problème c'est le mot boomer, parce que c'est au départ. Quand c'est sorti, ça s'est pas mal répandu sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. C'était pratiquement une injure. Bon, les boomers, ce sont... OK boomer. OK boomer, voilà. Donc c'est quelque chose qui tout de suite crispe le débat. Il y a tout de suite un jugement de valeur. Et dans cette expression, il y a quelque chose qui veut dire boomer, c'est à la fois ringard et profiteur. Hein. C'était OK boomer, c'était ça. Et donc évidemment, en reprendre cette expression, ça n'aide pas à avoir un vrai débat sur la solidarité entre les générations, qui est le cœur du sujet. Parce que je disais que les boomers, puisqu'on les appelle comme ça, donc cette génération de l'après-guerre, elle était nombreuse, elle a moins reçu, certainement. Elle avait peu de patrimoine. Elle a beaucoup plus travaillé en nombre de semaines par an, en nombre d'heures par semaine. On peut, quelle que soit la façon dont on compte, elle a beaucoup plus travaillé. Elle a aussi, je disais tout à l'heure, moins cotisé. Donc maintenant, comment on s'assure que le modèle social est réformé avec une solidarité? Et c'est vrai que quand on prend l'expression comme ça, boomer, c'est fini. Il n'y a plus de débat parce que tout le monde est crispé. Oui, absolument. C'est très sympathique, les boomers. 0826 300 300 si vous voulez réagir. On a Philippe en ligne. Bonjour Philippe, vous nous appelez de Nîmes, pardon. Vous êtes un boomer vous-même, j'imagine? Écoutez, je suis né en 1959 et j'ai commencé à travailler en 1977. J'avais 18 ans et déjà à l'époque, on nous parlait effectivement de boomers. Lorsque nous avons eu nos enfants dans les années 80, on nous expliquait que cette génération de jeunes des années 80 allait effectivement bénéficier du plein emploi grâce au départ à la retraite des boomers, donc de ceux qui étaient nés effectivement tout de suite après-guerre. Mais j'ai l'impression que moi, j'ai toujours eu l'impression d'avoir déjà bien payé, parce que déjà à l'époque, lorsque j'ai commencé à travailler, nous n'avions que 3 à 4 semaines de congés par an. On travaillait 39 heures. On travaillait 39 heures, on payait donc, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais la vignette pour les personnes âgées. Et après, à la fin des années 90, on a commencé à payer effectivement la CSG et le RDS. Oui. Je voudrais donner un petit exemple. Merci Philippe, on va vous répondre. C'est tout à fait intéressant ce sentiment de payer, etc. Nous avons un jeune chef d'entreprise que vous connaissez d'ailleurs, vous l'avez invité, Frédéric Père, qui fait une régate pendant l'été, il y a 15 jours. Crise cardiaque, jeune, 52 ans. Heureusement, la régate était organisée, il y avait des pompiers partout. On le réanime pendant 20 minutes, on retrouve le pouls de 20 minutes, on lui casse 4 côtes. Quand il se réveille, il voit un hélico posé à côté. L'hélico l'emmène immédiatement à Rouen, où on lui fait immédiatement ce qu'il faut faire. Il est remis sur Paris parce que ça suffisait pas, il est assez abîmé. Et il est en urgence et on a recommencé une opération de stents, etc. Et la seule chose qui m'est dite, je l'aime beaucoup, qui m'a dit, j'ai pour la première fois de ma vie compris pourquoi je payais. Et il y a quelque chose d'important. Non, Valérie, c'est que ce que ça coûte. Je peux vous donner l'exemple aussi de bien sûr, mais aller aux urgences. Oui, aller aux urgences. Il y a des. Aller aux urgences, essayer d'avoir un rendez-vous chez un dermato, essayer d'avoir un rendez-vous chez un cardiologue à l'hôpital public, ce n'est pas possible. Quand on sort de l'hôpital, on vous donne ce que vous avez coûté. Bien sûr, mais c'est autre chose encore, Sophie. Oui, mais là, on a quand même des trucs incroyables. Mais personne ne dit le contraire, Sophie. Ce qu'on est en train d'évoquer, c'est la stigmatisation, pardon, d'employer ce mot que je n'aime pas tellement, des boomers, quoi, de dire. Ils ne sont pas stigmatisés. Mais bien sûr qu'ils sont stigmatisés. Vous en avez profité, vous avez gagné votre vie. Maintenant, c'est à vous d'aider. Enfin, le passage de Bayrou hier, larmoyant sur tous ces boomers qui sont tellement contents de payer pour François Bayrou, il n'a pas 20 ans non plus, donc c'est plus ou moins sa génération. Il va contrôler, Frédéric, mais les retraités aujourd'hui sont beaucoup plus aisés financièrement que les jeunes, vrai ou faux? Oui, que les jeunes, oui, mais en moyenne, ils sont un peu plus aisés, mais surtout, ils ont moins de dépenses contraintes. Et sous la catégorie retraité, il y a vraiment une hétérogénéité de situations. Et même chose pour ce terme boomer, moi qui me gêne absolument. Terriblement. Il n'y a pas de conscience boomer, il n'y a pas des références culturelles communes boomer entre vivre dans les années 50 et puis 60. Il y a des choses qui sont extrêmement différentes. Et je pense qu'une fois de plus, la déconnexion dont on parlait, on est là, elle est là.
Marie, elle nous dit Bayrou est un malade. Je suis née en 55. J'ai commencé à bosser à 20 ans jusqu'à 67 ans. J'ai 71 ans et quand j'entends les propos de ce parasite, j'ai des montées de tension. Oui, mais c'est la tonalité. Mais c'est un propos très dur, mais qu'on a retrouvé beaucoup dans le discours des Français sur la question de l'émetteur Bayrou, qui n'a pas dans une logique d'exemplarité, qui a été très marqué par la critique en termes d'inaction. Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est Premier ministre? Regardez, on est d'accord. Oui. Ouais, juste un petit chiffre, enfin, ce qui est quand même assez significatif, c'est un économiste qui s'appelle Sylvain Catherine qui calculait ça. Il dit c'est la hausse des cotisations sur les retraites, en fait, par rapport aux boomers. Il disait on paye 6 points de plus aujourd'hui. Sur l'ensemble d'une carrière, à 43 années, ça représente 2 ans et demi de salaire brut. Donc effectivement, il y a un poids aujourd'hui sur les générations qui travaillent, qui est invisible parce que c'est des cotisations sociales, donc on le voit pas, mais qui agit directement sur le revenu et qui est extrêmement fort. Ça, c'est un énorme problème. Petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio et nous avons un auditeur au 0826 300 300. Laurent, vous nous appelez de Bergerac, encore un boomer je présume. Non, pas du tout. Valérie, je ne suis pas un boomer, mais je vais défendre les boomers. Mais en fin de compte, hier, quand j'ai écouté Monsieur Bayrou, j'ai été dans mon bureau en train de préparer une déclaration URSSAF, et ça m'a fait un peu sauter parce que il dit que c'est la faute des Français. Je ne suis pas d'accord avec lui. Tout à l'heure, j'ai entendu une de vos chroniqueuses, une des intervenantes du moins, qui disait que la France on était un peu les nounous. Aujourd'hui, Monsieur Bayrou, faut pas oublier qu'il a été ministre des Finances à un moment donné. Il a été à l'éducation pendant 4 ans. Et à la justice 1 mois et demi. À l'éducation. Mais il sait très bien quand on a besoin de fonds, comment que ça se passe. On va chercher ces fonds à droite et à gauche et on rabote les autres ministères. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête. On doit arrêter, bien sûr, de dire que nos boomers, c'est eux. Non, nos boomers, heureusement qu'on a de la chance de les avoir parce qu'ils font une consommation. Il faut pas oublier que eux, ils ont la possibilité de consommer. Par rapport à nous qui travaillons, qui faisons du 45 heures à du 50 heures semaine, où on n'a pas le temps d'aller consommer parce que derrière, on est pris par notre travail. Donc, on a quand même une chance d'avoir des boomers qui partent en voyage, qui consomment, qui font de la rénovation de leur maison parce qu'ils sont propriétaires et qui aident leurs petits-enfants, ou même qui aident leurs enfants aussi. Il faut pas oublier tout ça. Il faut juste aujourd'hui que le gouvernement et qu'ils se remettent tous en question. À quel moment, eux, ils ont fait des efforts? À quel moment, eux, ils ont fait des efforts? Aujourd'hui, on découvre que la France est endettée, on découvre que demain, éventuellement, le FMI nous mettrait sur tutelle. Mais à quel moment nos gouvernements ont fait des efforts? Chaque président de la République, que ça soit Emmanuel Macron, que ça soit François Hollande ou Sarkozy, à chaque fois, ils savaient comment l'état de la France. Financièrement, ils savaient comment étaient les finances de la France. Aujourd'hui, on ne peut plus aller chercher cet argent auprès des Français parce que tout le monde paye des choses. Il ne faut pas oublier que l'État a renvoyé certaines choses auprès des collectivités. Donc en disant vous allez vous débrouiller, vous allez faire soit augmenter les taxes d'habitation ou les taxes foncières, tout ce qui va aller autour, pour récupérer cet argent. Faut pas oublier qu'on a ôté la vignette aussi. La vignette automobile, elle servait au département à financer. Aujourd'hui, on réduit bien sûr les dotations auprès des départements, on réduit les dotations auprès des collectivités, et là l'État voudrait qu'on fasse encore des efforts. Enfin, c'est ça qui passe pas. Mais il faut bien réduire pour arriver à faire les économies de l'État, on est obligé de réduire. Oui, mais bien sûr qu'on est obligé de réduire, mais on peut pas donner de l'aide. On peut pas donner de l'aide aujourd'hui sur un coup de tête. Il faut travailler avec des choses à 10 ans. Enfin, une entreprise, si elle veut faire une évolution financière, une entreprise, elle a bien sûr un budget. Si demain l'entreprise doit évoluer, elle prépare un plan à 5 à 10 ans. Supprimer les aides.
Et donc on doit réduire les aides. À chaque fois qu'il y a un problème en France, on distribue une aide sans réfléchir aux conséquences qui vont demain. C'est nul. On va marquer une pause. Merci beaucoup Laurent de votre appel. C'était intéressant de vous avoir. On va parler des arrêts maladie dans un instant. Vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura des feuilles infalsifiables. S'attaquer aux arrêts maladie. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. On vous retrouve dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Les débats avec vous sur Sud Radio. Je vous rappelle qu'on a un petit peu changé les horaires. Vous retrouverez l'émission Média à 11h30 désormais. Et nous commençons les débats à 10h sur Sud Radio. Aujourd'hui, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Vous publiez Oui, on peut réussir. 42 patrons made in France qui paraît chez Fayard. Noémie Alioua, journaliste essayiste. Votre dernier livre, La terreur jusque sous nos draps, est paru chez Plomb. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, co-auteur avec Brice Sokol de Parlons-nous tous la même langue aux éditions de l'Aube, et Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain et créateur de la lettre d'information Théo politique. Alors on va continuer avec notre tour de table, peut-être avant de parler des arrêts maladie. Jean-Pierre voulait attirer notre attention sur un article qui est paru ce matin dans le Figaro. Oui, j'ai vu dans le Figaro ce matin un petit article sur les amendes, vous savez, les amendes routières. Hein. Ouais. Y a des pays, je ne le savais pas, j'avoue, la Finlande, la Suisse, qui modulent ces amendes en fonction du revenu. Donc si vous êtes en Suisse... que vous êtes un milliardaire, vous allez payer en fonction de vos revenus beaucoup plus que quelqu'un qui est, mettons, au salaire minimum. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt c'était plutôt une bonne idée. Et puis j'ai lu la suite de l'article et je me suis dit, c'est typiquement la situation de la France, une métaphore de la situation de la France. En fait, il semblerait que ce soit complètement inapplicable en France pour deux raisons. La première, c'est le Conseil constitutionnel. La rupture d'égalité, ça peut se défendre. Parce qu'en fait, la peine doit être proportionnée à l'infraction qui a été, par rapport à l'infraction qui a été commise, et le salaire n'a aucun rapport avec l'infraction. C'est pas parce que vous êtes milliardaire que vous avez roulé plus vite, ou que vous êtes pauvre que vous avez roulé plus vite. Et puis la deuxième raison, qui est un énorme problème aussi, c'est en fait la lenteur de la justice. Et en fait, l'amende forfaitaire, ça permet d'aller très 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 vite. C'est injuste, et oui, parce que si vous êtes pauvre, ça va représenter quelque chose de très lourd à porter pour vous. Et si vous êtes riche, c'est pas grave d'avoir fait un excès de vitesse, vous vous en fichez complètement. Mais à la fin, la justice n'est pas capable de tenir le rythme. Et donc, on a inventé cette individuation des peines, ce que je n'avais pas bien perçu, j'avoue. Oui. Et je me suis dit, voilà, c'est toujours le problème de la France. Il y a toujours ces deux obstacles. Oui, mais il y a le Conseil constitutionnel. Mais oui, mais c'est inapplicable parce que, en fait, la justice est enlisée, l'éducation nationale est en crise, en disant qu'il y a une rupture d'égalité, c'est vrai. Oui. En revanche... Ce qui est très injuste, et là on pourrait le faire, c'est sur les amendes de stationnement. Parce que là, c'est pas aller vite, pas vite, etc. Et une amende de stationnement, on fait pas attention, il y a des gens pour qui ça grève un budget. Voilà, c'est ça qu'ils font en Suisse. C'est ça qui est... Oui, mais j'ai compris, mais sur les excès de vitesse, je suis pas d'accord sur plein de choses. Non, mais c'est ça, sur le stationnement, contre, sur les excès de stationnement pourrait très bien. Bien sûr, c'est 50 € parfois, voire plus 75, je crois, dans certains arrondissements de grandes villes. L'amende forfaitaire, c'est parce qu'en fait, on n'a pas. Sinon, la justice se serait. Mais sauf que vous êtes en train de nous dire qu'on ne pourrait pas l'appliquer en France. Frédéric, vous voyez réagir. Jean-Pierre est très très intéressant. Est-ce que ça touche au côté injuste de la justice? N'oublions pas que la justice est l'institution un peu malade pour les Français. Quand on parle d'insécurité maintenant, c'est de moins en moins une question de police. Il faut plus de policiers, plus de gendarmes, mais une question de justice et d'insuffisante réponse pénale. Ça, c'est pas du pénal. Et puis on touche à ce qu'on s'est dit depuis le début de notre émission, l'impuissance du politique, même sur des sujets anodins, mais pour un petit revenu, 2 amendes à 50 €, ça grève un budget, c'est une sortie en moins, c'est un cadeau pour son gamin en moins, etc. Alors, nos auditeurs, Stéphane a raison, il dit est-ce que le mieux c'est de ne pas faire d'infraction? Il a tout à fait raison. Il a absolument raison. On va parler des arrêts maladie, puisque les chiffres sont quand même assez effrayants. Entre 2010 et 2023, les dépenses en arrêt maladie sont passées de 6 à quasiment 10 milliards d'euros. Donc pour la sécurité sociale, c'est évidemment un chiffre considérable. Ça devrait même dépasser les 22 milliards d'euros en 2025. Sujet très compliqué, très délicat, parce que évidemment qu'il
faut des arrêts maladie. Alors, est-ce qu'il y a des abus? J'aime même parce que vous pouvez réagir, 0826 300 300. Appelez-nous sur Sud Radio. On a déjà des auditeurs qui réagissent. Colette nous dit très bien pour les feuilles infalsifiables des arrêts maladie. Il faut savoir qui en bénéficie. Et elle a un petit commentaire sur le marché du travail. Si nos politiques n'avaient pas éradiqué les usines, il y aurait moins de chômage, des rentrées d'argent suffisantes. Et concernant le scolaire, le bac n'a plus aucune valeur. Résultat, les enfants n'acceptent plus de travailler à l'usine car ils sont certains d'être meilleurs alors qu'ils ne savent rien faire. Bon, ça va un peu plus loin que ça, mais c'est quand même dans l'esprit de travailler moins. Et vous avez un exemple que vous m'avez envoyé qui est tout à fait sidérant, Sophie. Absolument sidérant. Je le lis, c'est un chef d'entreprise que j'avais rencontré. Parlez bien dans le micro. Qui me dit, suite de l'histoire, le collaborateur dont je vous ai reparlé est revenu travailler début octobre dernier, après plus de 19 mois d'arrêt de travail. Mais voilà, il est retourné voir ce même médecin quelque temps après, qui lui a dispensé 5 arrêts de travail successifs. Il est depuis arrêté par ce même médecin depuis mars 2025. Alors, notre petite entreprise est relativement prospère, j'exporte 25% de mon chiffre d'affaires, je cherche désespérément des collaborateurs, alors que nous pourrions faire bien plus ensemble, nous vivons dans un monde de fous, je suis découragée et désespérée. Mais il a quoi son salarié? Parce qu'il y a des gens qui ont... C'est ça, il n'a pas le droit de le savoir. Non. Et alors, non seulement d'avoir le savoir, moi j'ai cherché, parce que tout le monde a été confronté à ça, d'appeler un médecin le même médecin avait arrêté 10 personnes dans ma boîte, quand j'avais un centre d'appel. Donc déjà, je trouvais ça un peu étrange. Et vous demandez comment ça s'appelle, le conseil de médecine, j'ai même écrit... l'ordre des médecins. L'ordre des médecins, qui ne vous répondent pas, qui sont évidemment solidaires. Et il n'y a pas possible d'avoir une idée quand vous téléphonez à l'inspection du travail. Vous êtes vraiment jeté. Vous avez l'air de... Mais c'est très, très complexe, parce que il y a tout... Ils défendent le salarié, et on peut comprendre, ils défendent le salarié quoi qu'il arrive, donc il n'y a rien à dire. Mais quand vous avez des salariés qui vous disent « je me mets en arrêt de travail », je me mets en arrêt de travail. Et donc j'ai rencontré le ministre de la Santé avant l'été, et je lui dis, écoutez monsieur le ministre, je vais commencer par une chose, pourquoi est-ce que vous n'avez pas lancé un appel aux médecins ? Je veux dire, on est tous responsables en tant que Français. Je passe ma vie à le dire. Un appel aux médecins en disant, écoutez, voilà, on arrête moins. Est-ce qu'on peut essayer en votre âme et conscience? Est-ce que vous pouvez ne pas céder à la demande des arrêts de travail? Parce qu'ils cèdent à la demande. Mais comme les médecins sont débordés, qu'ils n'ont plus besoin de clientèle, on ne peut pas dire que c'est parce qu'ils ont besoin de clientèle. Non, mais ils iront voir un autre médecin. Ce qui est plus inquiétant, il a fait cet appel. Ce sont les fraudes qui sont en augmentation. D'où cette nouvelle feuille infalsifiable. Alors un auditeur me dit oui, mais les fraudeurs ont toujours un coup d'avance. Mais et c'est interdit maintenant d'avoir un arrêt de travail, parce qu'avant vous allez dans votre pharmacie, vous faites examiner à distance, comme il n'y a pas assez d'arrêt de travail. Ma pharmacie fait ça très bien d'ailleurs. Vous avez un médecin et les arrêts de travail vous les avez en 10 secondes dans la pharmacie. Ça se développe de plus en plus. Non, pas du tout, mais ça vient, c'est de plus en plus, et ça vient, ils viennent de limiter les arrêts de travail à distance. Et encore, dites-vous que dans les sociétés privées, il y a quand même une forme de régulation. Là où vraiment il y a des abus de façon massive, c'est vraiment l'administration et la fonction publique. Je vais vous dire, j'ai un ami qui travaille dans un musée, j'en dirai pas plus, mais il travaille dans un musée parisien, donc il travaille dans la fonction publique, et sincèrement... Dès qu'il a un petit coup de fatigue, un petit bouton sur le nez, quoi que ce soit, il prend systématiquement 10 jours. Il y a des abus, sincèrement, dans la fonction publique qui sont manifestes. Vous avez des gens qui peuvent prendre des arrêts de travail de façon extrêmement facile. C'est encore beaucoup plus facile que dans une entreprise, parce que dans une entreprise, quelque part, le chef d'entreprise, lui, exige de vous une certaine rentabilité. Non, ça peut mais il ne peut rien exiger. S'il se met en arrêt maladie, il peut rien exiger. C'est encore plus facile dans la fonction publique. Certainement. C'est encore plus facile et il y a encore plus d'abus et c'est nous qui payons. Moi je veux des responsables. Il y a les deux qui sont responsables. Il y a le médecin et la personne qui demande l'arrêt. Je suis désolée, ils sont deux responsables. Jean-Pierre, Denis. D'abord, il y a des gens qui sont malades. Oui, c'est ça, bien sûr, c'est ce que j'ai dit depuis le départ. Donc c'est quand même bien de le redire. Ensuite, puisqu'on parlait de génération, il y a aujourd'hui, moi je suis assez frappé par ça,
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus sensible à la douleur, j'allais dire, à toutes sortes de bobos que les générations précédentes. Je pense à mon beau-père. Je pense à mon beau-père à la génération d'après-guerre. Il n'avait jamais pris un arrêt maladie de sa vie. Et il disait toujours, t'es malade, t'as de la fièvre, tu prends ton Doliprane, ton aspégique, et puis on n'en parle plus. Voilà. Donc on a une société qui est de plus en plus je dirais sensible à la douleur, c'est un constat. Enfin voilà, on voit bien qu'on est douillé. Voilà, on est devenu assez douillé. Donc il y a aussi ça. Voilà. Oui, et effectivement, notre excellent réalisateur Quentin me dit qu'il y a aussi la différence de jours de carence entre le public et le privé. Comment dire, ça énerve énormément la plupart des Français, y compris certains dans le public, ce qui est un ressort très fort de notre imaginaire, c'est l'égalité, l'équité, la réciprocité des efforts. Si je reviens sur ce qu'on s'est dit sur François Bayrou, les Français étaient d'accord avec ses constats sur la dette, mais à tort ou à raison, ils jugeaient le budget très injuste parce que les efforts étaient mal répartis. Une réforme réussie, c'est une réforme où les efforts sont bien répartis. On a le sentiment que l'État donne l'exemple en premier et il donne une finalité. Une réforme réussie pour les Français, c'est quand on taxe les riches. Non, pas tout à fait. Le prélèvement à la source, ça a été une réforme plutôt jugée réussie, même si c'est vrai qu'il y a ce prisme que je peux pas vous être en désaccord total avec vous, Sophie. Mais le ministre de la Santé a lancé un appel à la responsabilité des formidable, il a dit oui, je vais le faire. Il a eu une voix très timide, il dit mes confrères, parce qu'il est médecin, le malheureux, si je puis dire, cardiologue. Yannick Noder. Et donc, il l'a fait très doucement et très soft. Moi, j'aurais été... Enfin, il l'a fait déjà, mais c'est inadmissible. Allez, c'est une petite pause pub et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous, 0826 300 300. On va peut-être dire quelques mots encore d'Elisabeth Borne qui veut dégenrer la devise du Panthéon. Dégenrer déjà, il y a urgence, absolument. Pourquoi Je pose la question. À faire parler de soi, tout simplement. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, quelques réactions sur les arrêts de travail. Une auditrice me dit, je suis employée municipale, une semaine d'arrêt pour cause de foulure, 120 € en moins sur ma prime. Arrêtez de toujours taper sur les fonctionnaires. Je peux vous assurer que dans le milieu associatif, les profiteurs sont, de mon expérience, bien plus nombreux. Autre réaction... Elle est tombée sur un mauvais médecin. Mais elle a été pénalisée. Elle travaille dans l'administration et elle a été pénalisée. Elle a eu un retrait de 120 € sur sa prime. J'aimerais qu'on vérifie, non pas que je mette sa parole en doute, mais j'ai jamais vu au monde un retrait de salaire sur une absence liée à un arrêt maladie. Il y a quelque chose qui... ça n'existe pas. Une idée à creuser contre les arrêts de travail abusifs serait de définir 10 ou 20 jours d'arrêt de travail annuel maximum, de manière à ce que les gens ne s'arrêtent pas pour un petit bobo. Et ce qui marche très bien, ce que j'ai fait dans mon entreprise, il y avait une prime quand il y avait 0 absentéisme. Et c'est ça, elle parle de la prime, elle ne parle pas du salaire, il me semble, dans le message que vous avez cité. Et puis le problème, c'est les arrêts de travail perlés, c'est-à-dire la personne qui est, comme vous évoquez d'ailleurs, qui est absente, et puis on peut pas compter, on peut pas vraiment la remplacer. Parce qu'on ne peut pas la remplacer. Et on attend qu'elle revienne, puis finalement elle revient pas, c'est prolongé. Et ça, c'est pour les chefs d'entreprise, c'est très compliqué. Oui. La panthéonisation, alors la féminisation, dégenrer la devise du Panthéon, donc Noémie, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Donc Madame Borne estime qu'il faudrait rajouter femme. Non, c'est catastrophique. C'est catastrophique, c'est honteux. Évidemment, quand on parle des hommes, en l'occurrence, c'est les hommes et les femmes. Ça a toujours été comme ça, jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron commence toutes ses phrases par celles et ceux, et qu'il participe aussi à ce mouvement de féminisation du langage. Mais on pourrait en rire, mais ce n'est pas si drôle, parce que si vous voulez, c'est anecdotique au regard de la liberté de la femme qui recule dans notre pays. Quand vous êtes une femme aujourd'hui, vous vous sentez en insécurité quand vous sortez le soir dans un certain nombre de quartiers, et c'est ça qui devrait importer nos politiques. Ils devraient davantage se soucier de la sécurité des femmes au quotidien, parce que c'est ce qu'elles réclament, c'est ce dont elles ont besoin pour pouvoir simplement vivre librement dans un
grand pays comme celui de la France. Ça, c'est une urgence. Par contre, changer les termes sur le Panthéon, bien sûr, c'est non seulement secondaire, mais c'est aussi risible. Il n'y a aucune femme aujourd'hui qui réclame de façon sérieuse ça comme une urgence pour sa condition de femme. Moi, je propose une formule un peu plus complète. Moi, je dirais aux grands hommes, aux grandes femmes et aux grandes non-genrées, parce que c'est aussi important. Absolument. Et donc, c'est là qu'on voit qu'on n'en finit pas, en fait. Donc, non, parce que ça, alors, l'avantage, c'est que ça coûte rien. Donc, c'est les frais de gravure. Si, ça coûte voilà. des civilisations. Et donc, non, mais ça coûte rien en termes de budget de l'éducation nationale. Non. Et ça fait causer. Donc, elle a trouvé que c'était une façon de se manifester. Et peut-être aussi de parler d'autres choses dans la rentrée scolaire que des vrais sujets qui concernent l'éducation. Bref, c'est une diversion. Alors, sa démarche de départ est de dire il faut que les filles aillent plus dans les matières scientifiques, etc. Bon, mais Marie Curie, elle n'a pas attendu qu'il y ait inscrit. Et Victor Hugo n'est pas un grand scientifique à ma connaissance. Et elle y est au Panthéon, donc. Bon. Non, il n'y a pas que des scientifiques au Panthéon. Il y a... donc je ne comprends pas bien le... Alors elle dit, ça ne m'a pas échappé que homme, ça peut vouloir dire humanité, mais je pense que c'est important. Ça peut aussi, dans l'esprit des révolutionnaires qui l'ont inscrit, vouloir dire homme. Non, mais alors, on va dire que Madame Borne est en continuité avec sa première prise de parole quand elle a été nommée à l'hôtel Matignon comme première ministre. C'était plutôt une belle phrase, les rêves de petite fille, etc. Oui. Bon, c'était bien, moi je trouvais ça beau. Mais comme le dit Jean-Pierre, cette annonce, alors qu'on est dans une entrée scolaire, dans notre enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio sur les enjeux prioritaires, l'éducation est toujours un enjeu absolu. Quand on parle du déclin du pays, les Français ne pensent pas armée, ils pensent hôpital et ils pensent école. C'est le reflet de l'impuissance. Il faut annoncer des choses, il faut se faire voir, il faut animer l'agenda politico-médiatique. Donc ça ne coûte rien, quelque chose dans l'air du temps, de symbolique, et vous avez raison, Noémie, je pense que les femmes ne s'y intéressent même pas. La question de la sécurité des femmes dans l'espace public, la question des inégalités salariales, la question des féminicides. Il y a un livre passionnant qui sort dans quelques jours de l'historien Yvan Jablonka sur l'histoire des féminicides qui en parle un peu de manière indirecte. On cherche des choses un petit peu dérivatives. On ne va pas s'attaquer au problème du mammouth, comme disait un ancien ministre. Donc, dans ce cadre-là, c'est très révélateur de l'époque et de l'impuissance du politique. Absolument. Je reviens sur ma marotte. Un élu local, dans sa rentrée, il va pas être là-dessus. Il va être, j'ai sauvé une classe, on a dû fermer une autre classe. La cantine. Les cantines, des choses extrêmement concrètes. Les votre transports. Propos sur la déconnexion, c'est ça également. Et puis, je dirais que les écrans de fumée, parce que c'est aussi un écran de fumée, c'est comme les 2 jours fériés de Bayrou, c'est un écran de fumée pour qu'on se dispute là-dessus et qu'on oublie de discuter de l'essentiel. Mais j'ai l'impression que ça marche de moins en moins. Les Français voient tout. Hein. Voilà. Le problème, c'est qu'on en parle, vous voyez, ce matin. Donc, si c'est confirmé par les études d'opinion, mon impression est bonne. D'ailleurs, ça ne marche plus. Voilà. Frédéric, les enjeux, peut-être comme on vous a sous la main, les grands enjeux. Non, c'est vrai qu'on a comme chaque année posé notre question sur les grands enjeux prioritaires pour les Français. La hiérarchie est assez proche par rapport aux années précédentes, à savoir ce diptyque santé-éducation, l'insécurité qui a rarement été à un niveau si fort, même si la lutte contre le terrorisme baisse. Il y a une décrispation relative sur la question du pouvoir d'achat. Il faut dire, parce que la crise inflationniste est quand même derrière nous, mais il y a 3 mouvements que je trouve très intéressants. D'abord, au contraire de ce qu'a dit le Premier ministre, quand il pense que les Français n'ont pas conscience de la dette, une fois de plus, la question de la réduction de la dette publique progresse comme un enjeu prioritaire et rentre quasiment dans le top 5 des priorités à condition que ce ne soit pas sur eux qu'on prélève. Bien sûr, il y a la question de la répartition. Mais en tout cas, c'est faux de dire que les Français n'ont pas de prise de conscience là-dessus. Deuxièmement, jamais le chômage a été à un niveau si bas dans la hiérarchie des préoccupations des Français. Je rappellerai, Valérie, qu'en 2018, c'était le premier des enjeux. Cet enjeu s'est évaporé, alors même que, objectivement, je crois que le taux de chômage remonte pas fortement, mais significativement. Et enfin, la question du climat n'est plus du tout, ou de moins en moins, un enjeu prioritaire pour les Français, parce qu'il y a cette logique
assez terrible qui est c'est foutu. Les politiques n'arrivent plus à régler le problème là-dessus. Il y a une logique aussi plus intéressante que j'appelle messieurs les Anglais tirés des premiers. C'est les Français qui nous disent on fait énormément d'efforts en matière de lutte contre le climat en France. Demandez pour le climat demandez plutôt aux Allemands avec leurs centrales à charbon, aux Américains, aux Russes ou aux Chinois. Donc on a des mouvements plutôt intéressants, mais un vrai invariant santé, éducation, pouvoir d'achat, insécurité, les 4 grands enjeux pour les Français. Ouais, c'est toujours, c'est pas nous, c'est les autres, quoi. Oui, mais sur le climat, c'est pas non plus tout à fait faux. Oui, c'est pas tout à fait faux, absolument. Ben voilà, je crois qu'on a fini pour ce matin. On va se retrouver dans un instant avec Gilles Gansman pour l'émission Média. On va recevoir Christine Bravo pour parler des traîtres et puis le patron d'H2O, la société de production qui produit Cyril Hanouna, le grand retour de Cyril Hanouna sur W9. Il y aurait bien des choses à dire sur l'Arcom et ses décisions, puisque l'idée était d'empêcher Cyril Hanouna de s'exprimer. Ben, visiblement, c'est raté. Allez, on se retrouve dans un petit instant. Merci à tous les 4 d'avoir été là ce matin, d'avoir été les parrains de cette rentrée. Voilà, et on se retrouve donc dans un instant. Et marraine, parrain et marraine, pardon, j'ai oublié. Oh, mon Dieu, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.